de votre assemblée générale sont souvent sur le rapport d'activité, le rapport de gestion, le rapport moral, évidemment, du président. Vous devez approuver, évidemment, les comptes du dernier exercice clos. Donc, on parle bien des comptes de l'année 2019. Suivant les cas, l'affectation du résultat, vous devez décider de son report, des éléments que vous souhaitez faire avec le résultat positif ou négatif de votre association. Et vous devez également donner quitus aux administrateurs pour leur gestion, c'est important. Et puis, dernier cas, voter le budget de l'exercice en cours. Ne pas oublier de faire voter le budget prévisionnel 2020. Pardon. Et si cela arrive, les nouveaux administrateurs, il faudra quand même contribuer au vote, bien que Jean-François nous l'a signalé, il y a une spécificité par rapport aux fédérations sportives. Donc là, il faudra se rapprocher évidemment de vos fédérations pour savoir s'il y a renouvellement ou pas des membres du conseil d'administration. Et puis, vous rajoutez tous les autres points à l'ordre du jour qui concernent votre association en fonction de votre actualité et des éléments que vous avez besoin de faire voter. Alors, on va rentrer dans le vif, les modalités de réunion des instances. Donc, je vous ai dit qu'il faut se référer absolument au statut, voire au règlement intérieur. Généralement, évidemment, toutes ces réunions se font en présentiel. Donc, la nouveauté, Jean-François l'a dit, c'est l'ordonnance 2020. Alors, j'arrive pas bien à lire parce que voilà, 2020-321 du 25 mars 2020. Donc, c'est très récent. Vous permet de tenir de manière dématérialisée toutes les réunions du conseil d'administration et d'assemblée générale, sous réserve, évidemment, de mettre en place des moyens de visioconférence, des moyens de conférence téléphonique également, pour pouvoir mettre en place vos réunions. Donc, malgré que vos statuts ne précisent pas que cette possibilité est offerte, cette ordonnance vous permet de passer outre vos statuts, et c'est une grande nouveauté. Cette ordonnance vous permet de tenir votre assemblée générale et vos conseils d'administration de manière dématérialisée. Alors, je reviens sur mon PowerPoint. Alors, qu'est-ce qui se passe si votre assemblée générale ne peut pas se tenir avant le 30 juin 2020 ? Donc, comme je l'ai dit précédemment, il y a des structures associatives qui ont obligation de le faire dans les 6 mois. Il y a, par le biais des ordonnances, je vais y arriver, un assouplissement qui a été fait par mesure gouvernementale par rapport à la situation exceptionnelle que nous rencontrons. Donc, cette ordonnance, la numéro 2020-318 du 25 mars 2020, vous laisse un délai supplémentaire de 3 mois, soit jusqu'au 30 septembre 2020, pour pouvoir réaliser l'approbation des comptes et donc la tenue des assemblées générales. Donc, on a 3 mois supplémentaires. Donc, on a encore du temps pour s'organiser. On a encore du temps pour transmettre ces éléments aux instances. Donc, par ordonnance du 25 mars, vous avez un délai de 3 mois supplémentaires pour pouvoir donner à vos fournisseurs, enfin, pardon, pas à vos fournisseurs, mais aux personnes qui vous ont octroyé des subventions. Vous avez 3 mois de délai supplémentaire pour pouvoir leur donner les documents. Je passe aux questions-réponses. Alors, pour une association reconnue d'utilité publique et qui doit soumettre à son assemblée générale… Oui, pardon, Samuel ? En fait, tu fais une question-réponse entre toi et toi. Je peux te laisser poser la question si tu veux. Ouais, non, ça pourrait faire stylé en fait. Du coup, alors, Jimmy, qu'en est-il pour une association réglementée comme une association reconnue d'utilité publique qui doit soumettre à son assemblée générale de 2020 une modification statutaire ou la ratification d'une décision relative à l'acquisition ou l'aliénation d'un bien immobilier, par exemple? Bon, j'aurais pu faire plus court, mais bon. Effectivement, c'est un peu long, mais en même temps, ça reprend tous les éléments essentiels. Et bien, encore une fois, l'ordonnance du 25 mars rend régulière, c'est-à-dire qu'elle permet, qu'elle valide
toutes les réunions des conseils d'administration et d'assemblée générale, pourvu que vous mettez en place tous les moyens nécessaires pour pouvoir faire tenir cette réunion de manière donc en visioconférence ou en conférence téléphonique. À la suite de mon intervention, Samuel pourra vous donner pas mal de petits conseils et de petites astuces en termes de site internet ou de modules qui vous permettront de tenir ces réunions. Je vous ai mis aussi que on pourrait vous demander de prouver que vous avez bien mis en place tous ces éléments de communication envers vos membres. Et donc, il s'agit véritablement de garder toute trace par exemple, enregistrer la séquence, l'Assemblée générale ou enregistrer le conseil d'administration, comme on est en train de faire actuellement. On enregistre de l'intervention actuellement, donc ça devient une preuve. Et puis surtout, on peut savoir le nombre de personnes qui se sont connectées, ce qui donne une idée du quorum. Samuel, je te laisse la parole. Ah oui. Puis-je tenir mon assemblée générale en visioconférence? Bon, on l'a dit, oui, on le peut, d'accord, dans les conditions définies par l'ordonnance, c'est-à-dire qu'il faut absolument respecter les délais de prévenance. Donc, cette loi d'urgence prévoit une simplification et adapte les assemblées et les conditions dans lesquelles elles sont organisées. Et vous pouvez donc faire voter et délibérer sur tout ce que vous avez besoin en temps normal pour votre association lors de cette assemblée générale. Donc, je précise bien qu'il n'y a pas besoin de présence physique. Je crois que là, c'est bon, c'est clair pour tout le monde. On peut passer à la question suivante. Et comment communiquer un document ou une information préalablement à la tenue d'une assemblée? Alors oui, on peut, effectivement. J'aime bien. Alors, par message… Effectivement. Alors, comment on fait pour transmettre les éléments? Il y a la méthode habituelle, on l'envoie par adresse électronique. Donc, il faut bien vérifier que vous avez bien les bonnes adresses de chacun de vos membres. C'est souvent là où ça se complique. On a les adresses qui ne sont pas forcément bonnes ou pas bien remplies. L'idée véritablement pour vous, et là ça permettra à chacun aussi de se remettre un petit peu au bout du jour, c'est de véritablement vérifier que vous ayez les bonnes adresses mail de vos membres pour pouvoir les communiquer. Ensuite, effectivement, c'est pour ceux qui n'en ont pas, il y en a, ou qui en ont mais qui ont du mal à se connecter, ça devient très compliqué. Mais vous pouvez faire une photo, les envoyer, une photo des éléments et les envoyer par exemple sur leur téléphone portable. Enfin, l'important véritablement, c'est qu'ils ont accès aux documents, que ce soit en PDF, que ce soit en photo, que ce soit par adresse, par mail. L'important, c'est qu'ils puissent avoir accès aux éléments d'information. Je t'écoute, Samuel. Quelles conditions de vote pour qu'une décision soit prise régulièrement? Alors, le temps à jouer, hein. Ça, oui. Alors, du coup, les choses ne changent pas par rapport à vos statuts. C'est-à-dire que les conditions de quorum, c'est-à-dire que si vous avez institué un quorum qui se situe, par exemple, à plus de 50% des personnes, il faut que lors de la réunion que vous allez faire, que vous allez mettre en œuvre de manière dématérialisée, il faut qu'il y ait au moins ces 50 personnes qui soient, enfin les 50% des personnes qui soient présentes. Donc, le fait que cette réunion ne se fasse pas en présentiel physique ne vous oblige pas néanmoins, enfin, vous êtes quand même obligé, je vais plutôt y arriver par ce biais, vous êtes toujours obligé de respecter ce que précisent vos statuts en termes de quorum et en termes de délai de prévenance. Pareil. Donc, il faut absolument que vous soyez en mesure de pouvoir prouver qu'il y a eu le nombre de personnes requis pour que vos délibérations soient valides. Quel moyen de convocation? Quel moyen de convocation? Ouais. C'est gentil. Ils sont convoqués donc par tous les moyens que vous avez à votre disposition. Pareil, il faut quand même préciser la date et l'heure de votre assemblée générale. Là, soyez tactique. Essayez de voir quel est le moment le plus opportun.
Voyez le moment où les membres sont le plus disponibles. Alors, ça peut se faire en journée, ça peut se faire en soirée, ça peut se faire le samedi. Là, c'est vous qui connaissez le mieux vos adhérents. Et donc, c'est vous qui voyez quel est le moment le plus opportun. Appelez-les peut-être au préalable, vous faites un sondage Ouais, donc on peut pour savoir faire, quel est le moment. on passe un coup de fil, un texto, SMS, email, pigeon voyageur, tout ça. Exactement. Ouais. Pigeon voyageur, oui, c'est la dernière nouveauté. Mais effectivement, il faut absolument que le plus grand nombre puisse être présent. Dites-vous bien que si vous n'atteignez pas le quorum fixé de par vos statuts, les décisions que vous allez prendre ne seront pas valides. Donc, c'est un élément très important. Ça, je vous laisserai lire après. Ça vous permet un petit peu. Vous aurez accès à ce document-là, donc pas de souci. Vous pourrez lire de manière plus précise les éléments. Ça, on l'a dit. Samuel? Ouais. Et puis-je repousser l'arrêté des comptes? Alors, si on a un comptable parmi nous, Oui. je pense qu'il voudra prendre la parole. Il n'est pas là Oui, aujourd'hui. on lui laissera la parole, mais là, déjà, d'ores et déjà, on peut déjà répondre à la question. Hein, oui. Donc, les conditions sont repoussées de 3 mois. Hein. Donc, vous pouvez, vous êtes plus tenu à date du 30 juin. Donc, maintenant, c'est 30 septembre. C'est ce qu'il faut retenir de l'ordonnance du 25 mars. Et peut-être petite information, cette mesure, bien qu'elle est l'ordonnance date du 25 mars, elle vaut pour tous les conseils d'administration qui pourraient être tenus ou qui devaient se tenir à partir du 12 mars. Voilà, donc il y a un petit effet rétroactif. Samuel, maintenant, ce sont les questions-réponses des personnes qui sont avec nous. Si on peut y répondre, on va essayer de le faire de la manière la plus simple possible. Comment ils peuvent faire? Ils lèvent la main? Comment ils font? Alors, ils peuvent lever la main. Du coup, il faudra cliquer sur participant, ensuite lever la main. Cyril a noté pas mal de questions. Je vais activer son micro. Oui, alors, du coup, quand même, je tenais à préciser qu'on a des experts parmi nous, du coup, pour répondre au mieux à toutes vos questions. Donc, on a effectivement Cyril, qui peut intervenir à tout moment. Oui, j'ai 4 questions. Voilà. J'ai 4 questions. La première question posée par Nathalie, mais tu viens presque d'y répondre, Jamie, mais il faut reconfirmer. Comment avoir un quorum si tout le monde n'a pas les moyens de participer d'une façon dématérialisée? Oui, c'est vraiment la limite. Par contre, il faudra vérifier, on a un petit bruit de fond. Je ne sais pas c'est qui, le micro de qui. Ah, ça, c'est Cyril. Ça doit être le mien. Ouais. Il y a un petit bruit de fond. Voilà, ok. Non, il y a toujours le bruit de fond. Il faudrait qu'on vérifie. Non, regarde là, magie. Tu vois, ça c'est Cyril. Ah, bah ouais. C'est Cyril les questions. Bon, alors du coup, effectivement, j'ai pas de solution. Enfin, il n'y a pas de solution magique. Effectivement, l'ensemble de vos adhérents. Alors, on va distinguer. On va reprendre. On va distinguer. Déjà pour le conseil d'administration. Donc, vous avez les membres de votre conseil d'administration. Bien souvent, vous êtes peu nombreux, de 2 à minima. Ça peut aller jusqu'à, en fonction de ce que vous avez décidé. Donc, pour ces réunions des conseils d'administration, il me semble que ce sera un tout petit peu plus facile d'obtenir le quorum. Parce que vous êtes moins nombreux et que malgré que vous n'avez pas l'ensemble des personnes présentes, vous pouvez toujours délibérer. Là où ça va se compliquer, effectivement, c'est pour l'Assemblée générale où vous devez réunir l'ensemble de vos membres. Et effectivement, quid des possibilités qui leur sont offertes de participer. Alors, s'ils n'ont pas d'adresse mail, on peut quand même contenir une conférence téléphonique, c'est-à-dire qu'on peut les avoir au téléphone. Après, c'est pour la transmission des éléments d'information que ça se complique également. J'ose croire que beaucoup de personnes ont Internet maintenant sur leur téléphone et qu'ils peuvent néanmoins ouvrir les photos que vous pouvez leur envoyer via un message, via WhatsApp, par exemple, voire Messenger ou voir des pages Facebook. L'important pour vous, c'est de pouvoir justifier le fait que vous ayez pu transmettre les éléments d'information, qu'ils aient pu prendre connaissance et qui peuvent, par un moyen ou un autre, apporter
un vote vis-à-vis de ces éléments-là. Ouais. Voilà. Alors, du coup, après, moi, je vais vous montrer aussi quelques logiciels, histoire d'organiser au mieux les différentes AG à distance en couplant visio et appel téléphonique. Ça, je vais vous montrer dans un petit instant. Alors, bien sûr, on a d'autres experts parmi nous. Nous avons notamment Julien, au cas où, que je peux solliciter à n'importe quel moment. Nous avons Michael aussi dans un coin de l'image quelque part, vous voyez, c'est le voilà, effectivement, Michael. Et nous avons aussi une autre experte avec nous, Frédéric Gontier, avec un joli fond rose derrière. Je vais activer ton micro, Frédéric Gontier. Est-ce que tu peux te présenter succinctement et éventuellement faire un petit commentaire sur ce qu'on vient de dire en fait? Merci beaucoup, merci à tous. Bon, bah déjà, moi, c'est ma première participation au webinaire et je n'avais pas eu l'occasion de vous le dire, mais bravo vraiment pour, voilà, pour cet espace d'échange et d'information que je trouve très bien fait. Merci Samuel pour voilà, le logo Casasso réutilisé que tu as pu mettre derrière toi. On vous a envoyé ce matin avec Marion Ostrovesky, donc du pôle Project à la DGSCS, les éléments de base pour pouvoir alimenter le site aussi avec des éléments graphiques. Voilà, mais la DGSCS a été présente à travers Marion et Jackie aussi était là sur la première. Donc voilà, évidemment que je rejoins tout ce qui a été dit, puisque tout ce qui a été dit, c'est autour de l'ordonnance, autour du droit associatif et de ce qui est possible de faire. Ce que je note quand même, c'est que dans le bilan post situation d'urgence pour les associations et autres, je suis d'accord avec Jimmy sur l'idée que aujourd'hui, beaucoup de gens et beaucoup d'associations, ne serait-ce que par le biais de leur téléphone, sont connectés. Mais quand même, là, on parle essentiellement de, je dirais, voilà, d'associations qui ont ces pratiques-là, qui ont une habitude. Pour toutes les toutes petites associations, effectivement, celles qui seraient à 2 membres, l'échange peut être simplifié. Mais il y a des petites associations qui demandent en fait des échanges aussi construits, qui n'ont pas ces moyens-là, avec des personnes qui sont pas du tout en situation d'utiliser Internet, qui fonctionnent encore beaucoup sur le papier et autres. C'est là où ça va être, je pense que ça, il faut qu'on le note quelque part. Il faut que si on a des retours les uns les autres de part de ces petites associations qui nous diraient, ben voilà, nous, septembre, c'est bien sympa, mais on ne sait pas comment faire. Il faut qu'on puisse le remonter. Ça ne veut pas dire qu'on va trouver la solution immédiatement, mais on peut la chercher. Nous, on va chercher aussi de notre côté comment trouver des solutions. Mais à un moment donné, dans cette période de crise, on ne peut pas tout réinventer. C'est ça aussi qui est compliqué. Donc, c'est de voir si même au-delà de cette position de septembre 2020, il ne serait pas possible de demander exceptionnellement, encore une fois, des reports. Nous, au niveau de l'État, au niveau de ce qui se passe, c'est que dans ce qu'on reçoit en termes de demandes concernant déjà les associations, quand on demande voilà, les derniers exercices clos validés, c'est vraiment dernier exercice clos validé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est 2018, le dernier exercice clos, ça nous va très bien. D'accord? On est au courant, effectivement du fait que là, pour les assemblées générales 2019, c'est complexe, c'est pas simple. Pour l'ensemble d'entre vous, si vous pouvez le faire, au moins pour juin ou septembre, ce serait évidemment une bonne chose pour tous. L'idée aussi de l'ordonnance, c'est de veiller à ce que vous puissiez continuer sans à minima, en tout cas, d'inquiétude concernant la dimension démocratique. Ce que j'entendais aussi sur la notion de vote en visioconférence, je vous dis ça parce que j'étais en lien aussi avec des associations au niveau du national. La notion de vote sur le choix, alors c'est vrai que beaucoup d'associations préfèrent être sur un vote secret. D'accord? Après, on dépouille. En termes de visioconférence, c'est pas, vous faites comme vous voulez, mais je pense que pour que vous soyez certains les uns les autres du respect démocratique et autres, peut-être que ça, dans cette période, il faut aussi le changer un petit peu. Peut-être que de voir tout le monde voter, ça va rassurer aussi tout le monde sur la manière dont les votes sont comptabilisés. Je ne dis pas que c'est une bonne solution, mais ça peut être quelque chose d'intéressant. Si ça n'est pas envisageable, vous ferez autrement. Mais je pense que là, dans cette période-là, ça peut avoir du sens.
je fais juste un petit écho à ce que disait aussi Monsieur Beaulieu tout à l'heure, que je remercie pour son introduction sur l'ordonnance, sur toutes les informations qu'il a pu vous donner. Nous faisons des points réguliers avec Jackie Prianon sur la vie associative à La Réunion. Voilà, on renvoie des notes au niveau du préfet. L'idée, c'est aussi de pouvoir informer, et j'en avais déjà parlé avec certains d'entre vous. L'idée aussi, c'est de montrer comment vous, là, sur ce sujet aujourd'hui, mais aussi sur d'autres sujets auparavant, vous mettez en place cette solidarité innovante vis-à-vis des associations, avec cette démarche, encore une fois, qui est intéressante et qui, je trouve, met du baume au cœur. Dans cette période-là, ça a du sens aussi de dire ça. Moi, je suis hyper touchée par le fait que ensemble vous travaillez là-dessus, et tout le pôle projet et l'unité vie associative, on est vraiment solidaires de cette démarche. Après, pour nous, ce qui est complexe, c'est je dirais comment vous accompagner aussi dans la distance, avec les mêmes difficultés de vous, hein, les enfants, etc., le télétravail et les serveurs qui fonctionnent ou qui fonctionnent pas. Mais on reste là. Moi, je reste là au niveau email, par téléphone. Je pourrais communiquer mon numéro pro si certaines associations en ont besoin, et on fait le lien avec Jackie aussi pour vous. Voilà. J'ai trop Super. parlé? Non, non, c'est bon, parfait. Merci Cyril, merci Frédéric et Cyril. Tu avais encore 2 ou 3 questions. Jean-François t'a demandé la parole. On répond aux quelques petites questions. Après, je te redonne la main si possible. Claudine, il est super beau ton gamin, j'adore. Bon, Cyril, on t'écoute. oui, j'ai quelques questions, notamment Christelle du CRI JCE. Comment se feront les votes si demande de vote à bulletin secret? Effectivement, c'est vraiment dites-vous bien quand même que les ordonnances permettent, si vos statuts le précisent, il faut quand même respecter ces statuts, sauf que l'ordonnance précise quand même qu'on peut adapter les mesures. Si les gens insistent pour pouvoir voter par mesure de confidentialité, je n'ai pas de solution là tout de suite, j'avoue. Après, si c'est par visio, il existe quelques petits logiciels qu'on peut intégrer en fait dans les espaces de discussion afin de procéder en fait à des petits votes secrets. Donc ça, il y a moyen aussi de mettre en place. Ça pourrait faire l'objet effectivement d'une prochaine intervention, ou bien je pourrais mettre un petit tuto sur Casasso à disposition pour les assos. Ça peut être intéressant. Donc, ouais, à réfléchir. Mais il y a moyen, en fait, à travers le numérique, d'utiliser quelques petits logiciels pour essayer de respecter au mieux le vote à bulletin secret. Oui, il y a plusieurs logiciels, en tout cas, nous-mêmes, par exemple, au CRAGEP, on a changé ça, on a ajouté ça sur nos statuts précédemment, d'autoriser le vote électronique à partir du moment où l'outil a été décidé collectivement par l'ensemble des membres et qu'il n'y a pas de contre-indication des membres, l'outil est validé, et ensuite le vote électronique, il se valide, il est accepté par tous. J'ai une autre question, du coup, de Julien, Pagès de Gézaren. Est-ce qu'un membre ayant droit de vote à une assemblée générale et ne pouvant y assister par visioconférence peut donner oralement par téléphone procuration à un autre membre? C'est intéressant. Ouais. Si on a un expert, Jimmy, oui. Alors, normalement, non. Je vois qu'il y a Frédéric qui fait non, non, non. Non, en fait, une procuration s'envoie directement par écrit. Donc, on peut effectivement valider une procuration par écrit, mais pas par téléphone directement. Je pense qu'il faut se protéger là-dessus, quoi. Je crois qu'il y a Frédéric qui veut dire un mot là-dessus. Ouais. Oui, respecter je dirais la parole, la démocratie associative. Effectivement, ça exige quelques petites choses. Donc, pour la procuration par téléphone, même si l'ensemble des membres l'entendent, si demain il y avait une remise en question, c'est tribunal administratif. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué. En revanche, le mail fait foi.
quelqu'un qui donnerait procuration par mail sans qu'il y ait un document joint papier signé en PDF, par exemple, juste dans le corps du mail, le mail peut faire foi. Donc, ça peut être une solution, à condition que tous les autres membres soient en copie de voilà, je donne procuration à telle et telle personne. Et plus tard, après le confinement, de pouvoir imprimer cette page mail et la joindre aux documents administratifs de l'association. On est effectivement dans une période qui est compliquée. Ça aussi, ça fait partie des choses qui ne vont pas nous être interdites, je dirais, et qui vont vous protéger aussi. Tout à fait. Il faut vraiment l'idée, c'est de se protéger. Je suis d'accord avec toi, Frédéric. Dites-vous bien qu'il faut que vous soyez en mesure de pouvoir justifier de tous les votes qui ont eu lieu, que ce soit par procuration ou par mail que vous avez reçu. Donc, gardez toute trace afin que toutes les décisions qui ont été entérinées soient véritablement valides et que vous ne soyez pas mis en difficulté par la suite. Génial. D'autres questions, Alors, le Cyril? webinaire avance. On s'était fixé à peu près 45 minutes. Je pense qu'on va un peu déborder. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Cyril, tu en as d'autres? Oui. Oui, tout à fait. Mais c'est juste pour répondre plutôt à Willy qui pose la question. D'habitude, traditionnellement, il y en a beaucoup d'associations qui font les prises de cotisation le jour même de l'Assemblée générale. Et là, qu'est-ce qui est prévu pour ça? J'ai envie de dire à Willy qu'il y a la possibilité d'envoyer ses cotisations avant et d'enregistrer avant. C'est juste une formalité administrative pendant l'Assemblée générale. Il y a quand même beaucoup d'assemblées générales qui se font où les cotisations s'envoient par courrier avant ou par virement avant. Donc, du coup, il n'y a pas nécessairement besoin d'attendre une rencontre physique avec les personnes pour qu'ils prennent leur cotisation. Voilà. Super. Alors, il y a Jean-François qui veut intervenir et Régis qui désire apporter sa pierre à l'édifice ce matin. Donc, juste après Jean-François et Régis. Oui. Oui, moi j'avais noté 2 ou 3 points, mais tout d'abord sur la confidentialité des scrutins au niveau des délibérations. Généralement, dans les statuts que je connais un petit peu au niveau du sport, le scrutin à bulletin secret s'impose et on ne peut pas faire autrement que lorsqu'il y a des votes d'adhérents ou notamment pour renouvellement sur des candidats, sur des votes de personnes. Là, il y a confidentialité. Par ailleurs, les fédérations ont mis en place des outils permettant justement des votes électroniques où la confidentialité est assurée. Et on devrait aller dans ce sens-là. Voilà ce que j'avais à dire sur la confidentialité des votes sur des personnes. Après, j'avais un autre point. Tout à l'heure, on a parlé d'utilité publique. La notion d'utilité publique, il y a très, très peu d'associations qui sont d'utilité publique. La plupart de nos associations sont d'intérêt général. Ensuite, concernant les ajours des cotisations, ajour des cotisations, je pense qu'actuellement, nous, lorsqu'on lance une assemblée générale, 15 jours ou 3 semaines avant, s'il y a des dettes, le club doit se mettre à jour et on peut procéder par virement, généralement. Voilà les questions qu'on avait. Sur la notion d'accusé-réception aussi, par rapport au mail, là aussi, sur les convocations, les fédérations ont mis en place un certain nombre d'outils qui permettent de valider la notion d'accusé de réception. Voilà. Génial. Merci beaucoup, Jean-François. Régis, ton micro est ouvert. Régis, toujours la même personne. Ça n'a pas changé. Bonjour, merci de me laisser la parole. Non, je voudrais juste faire un petit complément par rapport à toutes ces informations précieuses qui sont données aujourd'hui. Fin d'année dernière, France Active Réunion, donc, qui porte le DLA, a mis en place un accompagnement collectif pour les associations employeuses. Autrement dit, on va lancer une communication dès que possible sur un accompagnement qui porte sur l'agilité et les outils numériques. Autrement dit, comment dans une association on peut mettre en place
plus de souplesse dans la prise de décision et notamment lié aux outils numériques. Donc malheureusement, on ne l'a pas lancé parce qu'il y a eu cet événement-là au mois de mars, mais c'était prévu. Donc pour la crise en soi, on est tous confinés, on ne pourra pas intervenir. Après le confinement, j'espère qu'on aura la possibilité de compter sur un maximum de participants, en tout cas à ces accompagnements-là. C'est déjà prévu et du coup, voilà, ça pourrait vraiment être complémentaire à tout ce qu'on voit aujourd'hui. Une autre petite chose aussi, c'est par rapport à ce qui a été dit par Frédéric, c'est vrai que l'initiative qui est mise en place aujourd'hui, elle vient du terrain des associations et c'est vraiment très bien et c'est soutenu par tout le gouvernement et les pouvoirs publics. Ce que j'aurais envie de dire, c'est du coup, peut-être c'est un message à faire remonter, c'est de nous laisser aussi plus de souplesse parce qu'on a beaucoup de contrôles, beaucoup de choses qui sont vérifiées sur le temps passé, sur les postes, et du coup pouvoir avoir un peu plus de temps pour développer justement ces possibilités-là de formation sur les outils numériques, sur les décisions, enfin les choses qu'on ne connaît pas, et même cette possibilité-là de communiquer entre nous, donc de dégager du temps. Ça aussi, pour moi, ce sera un message de donner plus de souplesse aux associations pour qu'elles puissent, dans leur budget, dans leurs fonctions, aller sur des choses innovantes comme ça. Voilà tout ce que j'avais à dire. Merci. Super. Merci beaucoup pour ton intervention. Cyril, peut-être des questions, ou sinon Samuel, tu aimerais qu'on poursuive avec les outils? Ok. Non, c'est bon. Ok, merci Cyril. Samuel, je te laisse mettre ton micro. Désolé, je coupe le micro Voilà. parce qu'il y a ma fille qui joue à côté de moi. Alors, en fait, il y avait Monsieur Faure qui demandait la parole. Je vais lui passer la main tout de suite. Et je vais même demander à Monsieur Faure si c'était possible de se présenter succinctement et de nous faire part de son intervention. On vous écoute. Je pense que c'est possible. Donc, Olivier Faure, moi je suis l'adjoint aux associations à la Petite Île et je représente Alors la connexion est un peu mauvaise. de Ferrières. La MDR n'a pas. Ouais, c'est Léo. Oui. Non, malheureusement. Vous m'entendez quand même? Là, ça va mieux. Difficilement, oui. Non, ça va être compliqué là. Difficile? Ouais. Ce sont les aléas, malheureusement. Voilà. Ou sinon, vous pouvez mettre malheureusement, non. votre intervention. Par contre, on peut proposer à Monsieur Faure de nous écrire cette intervention-là et de pouvoir l'ajouter dans le compte rendu. En tout cas, merci beaucoup quand même pour votre. On va faire ça. Ah, ça va mieux, on dirait. Ça va. Et ensuite, j'irai dans le dossier. Ok. Jimmy, j'ai quand même. Ça va mieux. Jimmy, excuse-moi, j'ai quand même une dernière question. On me relance parce que c'était pas trop clair. Mais finalement, la question, est-ce qu'on peut organiser une assemblée générale en visio? Est-ce que c'est faisable ou pas? Est-ce que c'est légal ou pas? Ça n'a pas l'air d'avoir été très clair. Voilà. Ah oui, l'ordonnance prise le 25 mars permet, malgré que cela n'est pas noté dans vos statuts, l'ordonnance, ce qui est quand même extraordinaire, parce que cette ordonnance va au-delà de vos statuts. On se rend compte quand même que cette ordonnance prend le pouvoir sur vos statuts, ce qui est très nouveau dans la loi 1901. Mais toujours est-il que vous pouvez, et vous devez, si vous devez absolument le faire, vous pouvez organiser vos assemblées générales, mais vos conseils d'administration également, par exemple en utilisant l'outil Zoom. C'est tout à fait valable et tout à fait possible. D'ailleurs, juste après à la suite de ce webinaire, on va vous présenter quelques outils de communication qui sont gratuites, accessibles et pas lourdes au niveau logiciel. Voilà, merci Cyril. Donc c'est bien pour l'ensemble des assemblées générales électives sur les postes et de toute manière, il y a des votes dans chaque assemblée générale.
Ce que je voulais dire, c'est que le vote par bulletin secret n'est obligatoire que s'il est noté dans vos statuts. On est bien d'accord que si dans vos statuts, il n'est fait pas mention, souvent on a tendance à dire dans le silence des statuts, vous pouvez organiser un vote à main levée, malgré que ce soit pour le vote des personnes. Si les statuts ne le précisent pas ou ne l'obligent pas, vous pouvez très bien faire des votes à main levée ou simplement… c'est que vos statuts qui vous obligent à faire quoi que ce soit. Là-dessus, référez-vous à vos statuts, simplement. Par contre, Jimmy, il n'y a que toi qui utilise l'expression dans le silence des statuts. Hein. Ah bon? Oui, je suis désolé. Très bien, désolé. Alors, si on avait des petites… alors, si on a des petites interventions, c'est le moment. Ensuite, moi, ce que je peux faire, c'est que je vais prendre pas plus de 45 secondes pour vous présenter les 2-3 petits outils du coup, pour faire les visios en ligne. Oui, donc j'attends s'il y a des questions. Non, c'est bon. Ok, Morgane, merci pour ce partage d'informations. Hello Asso, exact, génial. Ok, bon, parfait. Alors, si vous le voulez, là, je prends du coup les 45 secondes et vous pourrez bien sûr après nous contacter via la plateforme Casasso pour avoir des précisions ou bien si vous voulez un petit tuto sur l'utilisation de ces logiciels-là, il n'y a pas de souci. Alors, tout de suite, est-ce que vous voulez du coup découvrir ces logiciels-là pour faire les visios ou pas? J'ai pas vu de tête faire ça ou j'ai pas vu faire ça. Si c'est oui, il faut juste faire ça. Allez, Samuel, montre-nous. Parfait. J'aime bien, j'aime bien. Alors, hop là. Donc 2 secondes. En attendant, ce que tu peux faire, Jimmy, c'est essayer de combler le silence là, comme ça. Il y avait une question qui disait qu'est-ce qu'on pouvait scinder les assemblées générales, d'en faire une de manière globale et d'en faire une deuxième pour les élections. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est le conseil d'administration qui doit faire l'invitation et les convocations à l'assemblée générale. Si le conseil d'administration décide de scinder les éléments, c'est-à-dire de rester sur la partie traditionnelle des éléments, comme j'ai précisé au début, c'est-à-dire le vote des activités, le vote du bilan d'activité, le vote, le rapport moral, etc. Si vous voulez faire une assemblée générale uniquement là-dessus et de reporter le vote de l'assemblée générale concernant l'élection, si le conseil d'administration est serein et décide de ça, vous pouvez tout à fait le faire. En tout cas, dans l'année, on parle bien pour le 2020. Il faut absolument quand même que si vous avez une assemblée générale élective en 2020, vous serez quand même tenu de la faire en 2020. Voilà. Alors, tout de suite, c'est bon pour toi présentation express. Jimmy, moi je te coupe, désolé. Présentation express. Du coup, ce sont des logiciels que j'ai pu utiliser précédemment. Donc, alors il y a Join Me, qui est vraiment pas mal. Coronavirus oblige. Effectivement, généralement, on est sur des versions payantes. Mais jusqu'au mois de juillet, vous pouvez utiliser cette application gratuitement. C'est très, très simple d'utilisation. Il suffit d'appuyer sur démarrer la réunion, de se connecter au logiciel et vous pouvez commencer une réunion avec plus de 100 participants sans installer de logiciel. Il vous proposera effectivement d'installer un logiciel, mais vous n'avez pas du tout obligation de le faire. Vous pouvez le faire depuis votre navigateur. Ensuite, Hangout, je ne sais plus comment dire, on va dire Hangout Meet, propose du coup toujours dans le cadre du coronavirus, comme pour Join Me jusqu'au 1er juillet 2020, les fonctionnalités avancées de Hangout sont gratuites. À savoir quand même que si vous avez la suite Google, Hangout Meet est déjà gratuite pour mettre en place vos différentes réunions et webinaires. C'est assez sympathique, assez pro. Après, c'est Google. Autre logiciel assez sympa, du coup, Webex, comme pour les deux autres,
Ils ont une possibilité du coup de vous offrir la version payante jusque, je me rappelle plus de la date, mais il me semble que c'était jusque juin. Donc les options avancées, vous pouvez les utiliser assez simplement. Vous pouvez juste lancer une réunion à partir du navigateur, pas besoin d'installer aussi. Donc vous pouvez lancer une réunion et il y a une version payante, mais la version gratuite vous permet de mettre en place des réunions qui peuvent aller jusqu'à 100, jusqu'à 30 participants, il me semble, assez facilement. Donc sur la version gratuite, je trouve que c'est vraiment pas mal, c'est super stable. Autre logiciel, celle que j'utilise, enfin, le logiciel que j'utilise actuellement, Zoom. Donc vous pouvez l'utiliser gratuitement jusqu'à 40 minutes sur la version gratuite. Et mon petit coup de cœur quand même, alors c'est peut-être pas le logiciel le plus beau du monde, mais il est quand même extrêmement pratique. Il est en français aussi. Voilà. Et d'ailleurs, c'est français, donc Framatalk, que j'avais l'habitude d'utiliser juste avant Zoom. Pour diverses raisons, du coup, aujourd'hui, moi, j'utilise Zoom, mais Framatalk, c'est extrêmement simple. On appuie, on clique sur « Créer un salon » et vous pouvez lancer votre réunion très, très, très facilement. L'interface d'utilisation est plus que simple. Vous avez une icône pour lever la main et pour distribuer la parole et une fonction d'enregistrement également. Alors, je peux vous envoyer du coup par la suite, si vous voulez, des petits tutos sur ces logiciels-là. Ce n'était pas l'objet de ce webinaire, mais des solutions existent. Alors, sur tous ces logiciels-là et même sur Zoom, vous pouvez utiliser en fait des fonctions de sondage anonyme dans les fils de conversation pour tout ce qui est décision à bulletin secret. Voilà, voilou. Est-ce que vous avez des questions ou pas? Est-ce que c'était chouette ou pas? Alors, si c'était chouette, vous pouvez faire comme ça. Et si vous avez des questions, vous pouvez juste lever la main. Samuel, juste compléter en disant que l'ensemble de ces éléments d'information que tu as mis seront accessibles sur le nouveau site, notre nouvelle plateforme, case-asso.org. Yes. C'est la nouvelle plateforme que le collectif autour du MAR, du mouvement associatif réunionnais, a mise en place. On retrouvera l'ensemble des partenaires associatifs sur ce site et l'ensemble des éléments qui concernent la vie associative sur une seule plateforme, ce qui vous permettra d'aller chercher sur différents éléments. Et il est intéressant de tout regrouper et c'est pour ça que le collectif Casasso, dont tu as la belle photo derrière toi, Samuel. Moi, j'ai pas droit à ça, mais toi, tu as le droit. On réglera nos comptes après. Mais toujours est-il que c'est une nouvelle plateforme qui est super intéressante pour toutes les associations de l'économie sociale et solidaire, mais de toutes les associations de manière générale, pour pouvoir accéder à un certain nombre d'informations et de retrouver nos webinaires qui ont été réalisés jusqu'à maintenant et celui qui est en cours. Voilà, peut-être que Cyril voulait… Cyril, pour conclure, oui, il ne faut pas hésiter aussi, à utiliser. Il ne faut pas hésiter aussi à utiliser l'adresse email contact@casasso.org pour nous remonter toutes vos difficultés que vous pouvez rencontrer, car dans le collectif, on est plusieurs à avoir nos liens avec le national pour faire remonter ça. Il y a aussi des questionnaires qu'on vous diffuse assez régulièrement, notamment le questionnaire national du mouvement associatif qui nous permet aussi de recueillir des informations hyper importantes. Et comme l'a dit Frédéric et plusieurs personnes, il est important d'interpeller le national pour pouvoir justement avoir des mises en application, des mesures gouvernementales pour nous aider aussi dans cette période-là en tant qu'association. contact@casasso.org. Génial. Monsieur Faure, vous voulez tenter un dernier au revoir? C'est ça? Ok, l'image est figée. Bon, on va dire que ce sera pour une prochaine. Est-ce que je peux clôturer, Cyril? Bien sûr. Oui. Bon, ben d'accord. Du coup, alors, je ne sais pas, je pense que ça va devenir une tradition. Donc, pour clôturer, je vais vous demander de vous applaudir, comme ça. Et je vais laisser les micros ouverts encore pendant 2-3 minutes. Donc, si vous voulez converser, il n'y a pas de souci. Si vous voulez calavarder, il n'y a pas de souci. Merci, au revoir, à la prochaine.
Merci Samuel, à bientôt. À bientôt. Bon, tout le monde est un peu timide. Vous pouvez actionner, peut-être que tu peux actionner les micros, Samuel, parce que je ne sais pas si les gens peuvent accéder à leur micro ou pas là. Non. Non. Ça marche. Par contre, c'est le risque d'ouvrir les micros. On vous demande de faire très attention au bruit annexe. Bravo Jimmy. Merci à Cyril, tous. celui qui voit